Je vous invite à vous installer. Nous allons donc ouvrir cette séquence de l'après-midi avec Marilyn Meaux. Donc Marilyn Meaux, que maintenant vous connaissez bien, et avec en ligne donc Dominique Barbouti, vous voyez qui lui assiste, mais surtout Michel Badré, qui est notre intervenant Je, de l'après-midi. je, Bonjour Dominique. bonjour, et puis je coupe ma caméra, je vais simplement écouter. Est-ce que vous voulez dire un petit mot au groupe? Bonjour à tous. Et je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous, mais franchement. Mais bon, ça, je serai là pour la prochaine session. Si tu es j'espère, en tout cas. si tu es qu'à contact, nous, on est rassurés que tu ne sois pas avec nous. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je dis, je peux quand même pas y aller, il manquerait plus que ça. Et donc Michel Badré qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Alors, pour cette séquence d'une heure, vous êtes tous les deux invités pour nous permettre aux citoyens ici présents de mieux saisir la dynamique qui se passe aujourd'hui dans la concertation sur CIGEO, la concertation post-débat public. Ça, c'est le rôle de Marilyn Meaux dans quelques instants, qui va vous retracer les principaux arguments qui s'entendent, les principales idées clés sur lesquelles se fait finalement se fait, ou a du mal parfois à se faire, ce débat public local sur CIGEO et à l'échelle nationale. Donc, je vais les laisser la parole dans un instant. Et puis, Michel Badré, vous êtes président de la commission d'orientation qui suit le PNGMDR, après avoir été aussi impliqué dans le débat public sur cette question. Et vous allez pouvoir aussi nous parler d'abord de comment fonctionne ce comité d'orientation, qui est un comité plutôt de parties prenantes, et surtout comment la question de CIGEO et de la phase industrielle pilote a pu y être traitée, adressée, comment les lignes ont pu bouger dans la discussion, ou non, vous nous direz ça dans quelques instants. Et c'est un point vraiment attendu par les citoyens qui ont à cœur de mieux comprendre aussi les arguments en présence, les points de vue en présence, mais aussi les dynamiques de dialogue ou de difficultés de dialogue qui ont lieu. Mais ça, ils auront plein de questions pour vous. Donc l'idée, c'est d'avoir vos deux interventions assez courtes, d'une quinzaine de minutes chacun, pour après avoir un temps suffisant pour les questions des citoyens. Marilyn, je vous passe la parole tout de suite. Vous pouvez me faire signe au bout de 5 minutes. Bon, rebonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous retracer comment nous, les garants, nous impliqués par la CNDP sur ce projet, ce que nous retirons des concertations, des questionnements du public. Et je précise que ce que je vous dirai tout à l'heure s'appuie sur beaucoup de choses. C'est à la fois tous les documents qui sont produits à l'occasion depuis 2013, depuis le débat public de 2013 inclus, jusqu'à celui qui a eu lieu l'année dernière sur le plan national de gestion, mais également la concertation post-débat public sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs qui vient de se terminer. Mais ça vient aussi de la lecture des ouvrages des opposants, de ce qu'ils ont publié. J'insiste, nous ne travaillons qu'à partir de sources publiées et de ce qu'on connaît évidemment des positions des uns et des autres. Donc d'abord, à grands traits, le contexte général des concertations. Je ne vous surprendrai pas en disant qu'il y a pour le projet un lien direct avec la politique nucléaire française. Donc il est rare qu'une réunion ne commence pas par des prises de position très tranchées pour ou contre le nucléaire, avec une sensibilité particulière qui est liée à la nature des déchets qui sont stockés à CIGEO, si CIGEO va jusqu'au bout. C'est-à-dire, on parle bien des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, et notamment pour les premiers, qui concernent 3% des volumes et 99% de la radioactivité. Donc on n'est pas sur des déchets d'une nature anodine. Et puis, c'est un projet d'enjeu national, mais qui se décline sur un territoire particulier. Donc ça, ce sont des points à avoir en tête. Vous en avez parlé déjà depuis ce matin et vos rencontres avec les élus. C'est également un projet qui a une dimension éthique. Dimension éthique, nous en relevons deux. D'abord à l'égard de la nation, où on entend deux positions assez différentes. Ils les ont produits, qu'ils se débrouillent, versus on les a produits, il faut bien qu'on les gère. Le passage du il au on n'est pas tout à fait neutre, évidemment, dans ces sujets. Et puis également, dimension éthique à l'égard des générations futures, où la notion de préserver l'intérêt des générations futures est interprétée de deux manières assez différentes.
Pour les premiers, assumer notre responsabilité sans la reporter sur les générations suivantes qui ne sont pour rien dans la situation, puisque c'est notre mode de vie, nos consommations qui les ont produits. Et pour les autres, il ne faut surtout pas priver les générations futures de la possibilité de trouver un jour, peut-être dans 300 ans, voire plus, des solutions alternatives au stockage géologique profond, et donc les priver de la possibilité, le moment venu, de choix différents. C'est aussi un projet qui vient de loin et qui va loin. D'où, première position entendue, quand est-ce que ça va enfin commencer ? Et ce matin, vous avez aussi entendu des témoignages de ça, versus au point où on en est, en quoi ça coûte d'attendre davantage et de se donner davantage de temps. Comment peut-on garantir la sûreté du stockage sur de telles durées de temps, notamment pour le confinement géologique ? Que sait-on des sociétés futures ? Et seront-elles toujours en état, le moment venu, de faire face à des décisions face au stockage qui aura été fait ? Pourquoi est-ce si urgent ? Donc, cette temporalité très particulière du projet est convoquée dans pas mal d'expressions de réunions, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Et enfin, en toile de fond, la recherche d'éventuelles alternatives au principe même du stockage géologique profond. Ça, c'est une demande déjà ancienne et persistante d'une partie du public et des associations. C'est depuis le débat public de 2006, enfin c'était peut-être avant, mais en tout cas, ça s'est vraiment manifesté lors du débat public de 2005, et à l'occasion de la sortie de la loi de 2006. Vous en avez sûrement parlé avec Georges Mercadal, et puis ce que vous en avez pu lire d'ici là. Une actualité récente avec la décision de la ministre de février 2020 qui tire les conclusions du débat public de 2019 sur le plan national de gestion de matières et déchets radioactifs. Je vous lis parce que c'est intéressant. Considérant les attentes du grand public de clarification des perspectives des recherches sur la transmutation, décide d'organiser le soutien public à la recherche sur des voies de traitement. Ce pourquoi la Direction d'ailleurs générale de l'énergie et du climat, Aurélien Louis, que vous avez vu hier, a proposé en particulier la création d'un comité pluraliste de suivi. Donc ça, c'est un point intéressant qui a été noté par pas mal de monde. Et toujours cette recherche d'éventuelles alternatives, on est sur une sensibilité particulière du coup au principe de réversibilité, puisque la réversibilité doit être garantie d'après la loi au moins 100 ans. Et comment garantir la crédibilité de cet objectif, toujours dans l'hypothèse où peut-être un jour on trouvera des alternatives forcément plus loin, et notamment de son corollaire, la capacité effective à récupérer des colis déjà stockés. C'est à quoi faisait allusion hier de manière un peu précise Benoît Jacquet. Voilà, donc même si la loi a consacré le principe de CIGEO, et ça c'est sans ambiguïté, on a quand même la persistance d'interrogations sur l'opportunité même du projet tout au long des concertations, au moins d'une partie du public. Et malgré tout, je signale que beaucoup de ces questionnements datent de la période entre 2013 et l'année dernière, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas compte des réponses qu'aujourd'hui apporte l'ANDRA dans le contenu et la portée de la phase industrielle pilote à laquelle je viens maintenant, puisqu'elles ont été connues lorsque l'ANDRA a fait la présentation de ses propositions en janvier dernier. Donc il y a forcément un aspect peut-être un peu daté des questionnements, mais ils n'en sont pas moins récurrents. Alors la phase industrielle pilote au cœur du débat actuel. Donc d'abord sur sa conception et son contenu. Il nous a semblé, on pourrait les regrouper sur plein de manières, mais il nous a semblé qu'on pouvait tirer un fil rouge qui était l'évaluation des risques et la capacité à les maîtriser, y compris dans le très long terme. Donc qu'on illustre avec 3 grandes questions. En quoi la conception et la durée de la phase industrielle pilote permettront de vérifier les affirmations sur la sûreté du stockage, y compris géologique, en particulier si les tests sont limités à certaines catégories de déchets pendant la durée de la FIPIL et pas à d'autres catégories. Comment sera assurée la sécurité et la sûreté de l'ensemble de la chaîne des colis, depuis le lieu de conditionnement, prenons le cas le plus fréquent, c'est le site d'Orano à La Hague, entre le moment où les colis sont pris en main pour être conditionnés et expédiés, le moment où ils sont reçus sur le site de CIGEO, et avec un focus sur la partie transport, la sécurité de la chaîne de transport, qu'elle se fasse par rail ou par route. Par rail, ça sera le cas majoritaire, mais il y aura quand même des transports de colis par la route. Et ça, sur ces questions-là, il y a beaucoup de questions du public sur, en gros, comment vous nous garantissez que ça sera sûr, que ça sera transparent pour les populations riveraines, etc. Et puis, j'y reviens, mais parce que c'est aujourd'hui un aspect important du débat sur la FIPIL, comment sera garantie la capacité effective, pas uniquement théorique, mais effective, à récupérer les colis
une fois qu'ils ont été stockés, à tout moment de l'exploitation. Là, il y a un débat. Cette capacité étant pour le public le gage de crédibilité de la notion même de réversibilité. Également, la portée et la gouvernance de la FIPIL. Est-ce qu'on pourra revenir sur le projet lui-même au vu des enseignements ? Ou le lancement de la FIPIL signifie-t-il qu'on ira de toute façon jusqu'au bout ? C'est ce que certains illustrent en disant, c'est un peu trivial, mais c'est comme ça qu'ils illustrent. Une fois qu'on sera dans la seringue de la FIPIL, on n'aura plus qu'à aller jusqu'au bout. Ou est-ce qu'au contraire, on pourra revenir et réinterroger les choix effectués ? D'une manière générale, comment la société civile pourra intervenir tout au long de la FIPIL, depuis son déroulement jusqu'à son évaluation et jusqu'à la préparation des décisions qui suivront la clôture de cette première étape. Et une demande qui est récurrente et qui n'est pas propre à Cigéo, mais qui se développe sur la plupart des projets d'installation nucléaire de base, mais à mon avis sur tout projet aujourd'hui public, c'est pourra-t-on avoir des expertises pluralistes pour ne pas faire dépendre l'évaluation des enseignements de la FIPIL des seules évaluations institutionnelles. Sur tous ces points, sauf peut-être sur les expertises pluralistes, à la fois la loi de 2016 et la décision ministérielle de février 2020 apportent des précisions, apportent des réponses, mais manifestement, le public, et il a bien raison, demande à voir et ne se contente pas d'affirmations dans des lois ou des textes et demande vraiment des démonstrations probants et concrets. Il y a également le territoire et son projet. Comme pour tout projet, dans les concertations viennent les questions habituelles sur les impacts territoriaux. Ça n'est absolument pas propre à Cigéo. Tout projet qui marque le territoire est interrogé sur les risques, les impacts environnementaux sur les milieux naturels et humains, les contraintes de la phase chantier pour le territoire, vous en avez parlé depuis hier, l'impact sur les projets individuels. Est-ce que l'agriculteur va pouvoir s'installer ? Est-ce que l'entrepreneur va pouvoir créer son entreprise ? Qu'est-ce qu'on fait ? Avec le poids des incertitudes sur cette question des projets individuels. Il est évident que le temps du projet et le temps des projets individuels, ce n'est pas le même et ça crée beaucoup d'inquiétudes sur le territoire. Mais des questionnements aussi plus spécifiques qui sont liés au projet et à ses effets sur le territoire. Le premier, c'est évidemment l'évaluation des risques de dissémination des radionucléides et la capacité réelle à les maîtriser. Il y a également la gestion des situations accidentelles, les colis étant descendus. Qu'est-ce qui se passe au fond ? Il y a un incendie, il y a une explosion, il y a une contamination. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fois de la politique de maîtrise des risques et des capacités de réponse à apporter ? Et puis les impacts sanitaires. Un petit mot sur ce point. On avait été frappé dans le débat public sur le plan national de gestion en 2019 par l'acuité de la question sur les impacts sanitaires sur les populations. Et il y a notamment une demande qui vient d'un peu partout, quels que soient les objets, pour à peu près tous les nouveaux projets d'installation nucléaire de base, c'est que les textes ne le prévoient pas aujourd'hui, c'est qu'on prévoit un état zéro de la situation sanitaire du territoire, bien avant que le projet, évidemment, ne soit réalisé, pour qu'on puisse avoir des mesures éventuelles, des évolutions. Parce que c'est important de savoir d'où on part et de pouvoir mesurer. Souvenez-vous de ce qu'a dit Étienne Klein hier soir. Par contre, l'autre débat, c'est qu'une fois qu'on a la mesure, c'est comment on l'interprète. Et c'est la différence entre les liens de causalité et les liens de corrélation, et qui font que dans le sanitaire, ce n'est pas toujours très facile de savoir quels enseignements tirer par rapport au projet nucléaire, j'entends bien. Par exemple, développement des cancers, la part du développement des cancers, même s'il n'y avait pas eu l'installation, ou au contraire, celle qui éventuellement peut leur être liée. Et puis la conscience d'une mutation forte du territoire. Clairement, je crois que de plus en plus, les gens ont conscience qu'on va vers une dimension plus industrielle durant 150 ans. Alors évidemment, après, le centre, on suppose qu'il est créé, on suppose qu'il a été exploité, on suppose qu'il est démantelé. Donc après, entre guillemets, la nature reprend ses droits. N'empêche que pendant 150 ans, ce territoire, qui est un territoire agricole, change de nature, au moins sur le site de Cigéo. Et ça, les gens en ont conscience de plus en plus, même s'ils ne l'expriment pas forcément sous cet angle-là. Il y a un effet d'image. Les uns disent c'est la chance du développement d'une filière professionnelle qualifiante, ce qui n'est pas faux. Ce sont des emplois qualifiés, ce sont des choses qui sont structurantes pour un territoire. Les autres disent oui, d'accord, mais quelle est l'image de notre territoire qu'il rend à l'extérieur ? C'est celui d'une terre du nucléaire. Parce qu'il n'y a pas que Cigéo, il y a EDF qui a des implantations, on a parlé très longtemps d'une blanchisserie nucléaire. Alors,
pourra éventuellement y revenir dans les débats, mais ça a beaucoup agité le territoire local. Donc tout le monde, une partie du public a le sentiment que le Meuse et la Haute-Marne, et peut-être le Grand Est d'une manière générale, deviennent une terre du nucléaire, que certains viennent jusqu'à dire une poubelle nucléaire de la France, et qu'en termes d'image, ça les inquiète, et ils l'expriment. Et puis, toujours pour terminer sur cette question du territoire, face aux mutations de ce territoire, il y a un débat sur des compensations. On rend service à la nation en acceptant quelque chose que personne d'autre ne veut. Donc comment la nation nous en fait-elle retour ? Comment elle nous le rend ? Elle nous en remercie en quelque sorte. Versus les subventions que vous demandez, c'est de l'achat des consciences. Et ça ne sert qu'à ça. Et ça n'est pas utile fondamentalement au territoire. J'ajoute deux choses qui ne viennent pas, je pense, du public, mais qui viennent d'une perception que Jean-Daniel et moi, on a très fortement sur les concertations qu'on fait. C'est que d'abord, il y a un manque crucial de ce qu'on appelle l'ingénierie de projet du territoire face aux propositions des grands institutionnels dont l'Andra. Je m'explique. Vous êtes le maire de Saudron et vous recevez l'ensemble des pièces d'un dossier de DUP. Même si vous ne recevez pas l'ensemble des pièces du dossier de DUP, vous êtes, comme c'est son cas, président du syndicat des eaux, et vous voulez regarder dans le détail les propositions de l'Andra sur les eaux, etc. Vous vous appuyez sur quoi en termes de services techniques d'expertise? Vous n'avez pas les moyens en tant que commune, vous n'avez pas les moyens en tant que syndicat des eaux, il n'y a rien. Juste une incise, quand l'État a fait les villes nouvelles, et que ces territoires ont muté de territoires agricoles à des territoires urbains, l'État a créé des établissements publics d'aménagement. Il a doté les territoires de structures d'analyse, d'expertise. Là, il n'y a rien, et c'est une véritable revendication qui est tournée autant vers la région, d'ailleurs, vers la région Grand Est que vers l'État. Et puis l'inégalité de fait des élus pour peser sur les décisions. Il est clair que quand vous êtes le maire de Bure ou le maire de Saudron, et que dans les concertations, parce qu'il y en a, j'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, ce n'est pas totalement exact, il y a des concertations entre les élus et l'État. Mais quand vous êtes président du conseil départemental ou député ou sénateur, votre parole n'a pas exactement le même poids, y compris pour l'État, que quand vous êtes le maire de Bure, de Saudron ou de Mandres. Et cette inégalité de fait des élus pour peser sur les décisions publiques leur pose aussi problème, et je pense que ça mérite d'être signalé. En conclusion, le ressenti des garants sur les concertations et ce qu'elles apportent. D'abord, on tient à dire qu'il y a un enchaînement de concertations qui est quand même peu lisible pour le public et qui est compliqué à gérer. Il y a des concertations obligatoires au titre du Code de l'environnement, celles dont on vous parle en font partie. Il y a également, vous l'avez entendu hier, des initiatives volontaires d'autres organismes qui veulent faire eux-mêmes du dialogue avec la société autour de CIGEO. Ça a conduit l'ANDRA, en 2018, à saisir le Haut Comité pour la transparence et la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, HCTISN. C'est un domaine qui est très marqué par des sigles bucoliques, mais donc je vais essayer de les éviter. L'ANDRA a demandé au Haut Comité, nous, il va falloir qu'on fasse des concertations sur la phase industrielle pilote, jusqu'à l'enquête publique. Il y a une grande durée de tout cela. Comment on s'y prend? On n'est pas les seuls. Ce sont des sujets pour lesquels on n'est pas seul non plus à apporter les réponses. Comment on fait? Et le Haut Comité a remis un avis qui est très, très intéressant. Je vous engage à le consulter sur leur site. L'ANDRA pourra donner les coordonnées. Et en gros, si je résume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faudrait mieux se coordonner, il faudrait mieux informer et il faudrait mieux concerter. Donc, il donne des recommandations sur la manière de s'y prendre, les modalités, l'échelle territoriale et nationale de concertation, etc. Parce qu'on sent bien qu'il y a ce foisonnement qu'il faut gérer. Du coup, nous, on considère qu'il y a une occasion à saisir absolument pour débattre des fondamentaux industriels de CIGEO. C'est précisément la concertation sur la phase industrielle pilote qui va conduire jusqu'à une enquête publique qui se fera, on ne connaît pas bien la date encore, mais autour de 2024, 2025 peut-être. Donc, ça veut dire qu'on a quand même devant nous 2 ans. Parce qu'il y a des temps où on ne peut pas consulter ou concerter. Quand on va tomber sur les présidentielles, il n'y aura pas possibilité de concertation. Donc, mais on a quand même du temps devant nous pour faire une concertation sur le fond, sur les 2 pieds d'une concertation, avec le public et avec les parties prenantes,
et trouver des articulations entre les deux. On pourra en reparler tout à l'heure quand Michel en aura parlé, parce que c'est une chose qu'on a tenté avec la commission d'orientation et qui, pour le coup, n'a pas bien fonctionné, mais on est sûr que si on s'y prend mieux, ça peut bien fonctionner, cette articulation entre la concertation avec le public et la concertation avec les parties prenantes. Et puis, pour terminer, qu'est-ce qu'on retire sur le territoire? C'est un balancement, en gros, entre inquiétude et impatience. Inquiétude pour toutes les raisons que j'ai citées, que vous devinez, les risques, ce qui va se passer sur le territoire, les mutations qui sont attendues, mais en même temps une impatience, puisque Cigéo est, ou sera plus exactement, occasion de pourvoir des emplois, de susciter et d'aider du développement économique dans des départements qui en ont un peu besoin. Mais précisément, la temporalité du projet fait que les gens appréhendent mieux le risque des risques, si je puis dire, qu'ils ne voient l'apport éventuel du développement et du soutien à ces territoires. Et du coup, il y a un double risque de frustration et de lassitude, parce qu'on est quand même sur un projet long, qui continuera d'être long, et il y a donc une question non pas de confiance, parce que la confiance pour nous, elle se gagne, elle ne se décrète pas à l'avance, mais il y a là un enjeu pour que les concertations à venir puissent permettre de freiner un petit peu ces mouvements de lassitude et de découragement qui saisissent à la fois beaucoup des populations du coin et des élus. Merci beaucoup, Marie-Line Meaux. On va continuer à finalement explorer cette question avec vous, Michel Badré. Michel, peut-être, on a effectivement parlé plusieurs fois de comité d'orientation. Bien sûr, les citoyens sont maintenant familiers avec le plan national de gestion, enfin en tout cas familiers sur ce qu'est le plan national de gestion, pas forcément sur tout son contenu. Et on a eu l'occasion de distribuer aux citoyens la clarification technique des controverses sur CIGEO que vous aviez eu l'occasion de réaliser avec le comité d'orientation. Mais peut-être nous en dire un mot. D'abord, je vous laisse vous présenter parce que je ne voudrais pas écorcher votre long profil, longue expérience, pas que sur les sujets notamment techniques, mais aussi sur d'autres débats publics. Peut-être nous parler un peu de la particularité aussi de la manière dont on débat aujourd'hui sur le nucléaire. Ce n'est pas tout à fait comparable avec tous les autres débats publics. Voilà, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous d'abord et merci de m'associer à vos travaux et à vos réflexions. Je trouve ça intéressant. J'espère que ça sera profitable pour vous et pour moi aussi. C'est toujours intéressant d'écouter. Plutôt que de vous dire des choses très générales sur la façon dont on prend la participation avec les parties prenantes, je vais plutôt vous décrire précisément ce qu'on a fait dans le cas présent dont on parle aujourd'hui, et puis à l'occasion de vos questions, ça mènera peut-être à aller plus loin. Donc, Marie-Line a évoqué tout à l'heure la commission d'orientation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Comme elle l'a dit, on aime beaucoup les sigles et les noms compliqués dans cette affaire. Qu'est-ce que c'est que cette commission? Il y a eu en 2019, Aurélien Louis vous l'a peut-être dit hier, il y a eu un débat public sur la préparation du plan de gestion des matières et déchets radioactifs, dont il a la charge au ministère. Ce débat public était destiné à préparer le travail d'écriture de ce plan. Ce plan est révisé tous les 5 ans en ce moment, puisque c'est des opérations qui s'étalent sur des durées très longues, on vous l'a dit. Les conditions changent et donc ce qui est écrit, c'est que tous les 5 ans, on révise et on regarde ce qu'il y a à faire pour l'avenir. Donc on prépare en ce moment un document, un plan qui va être fini normalement et rendu public, approuvé et tout ça fin 2021 ou début 2022. Et à l'issue du débat public, il a été décidé, ce qui ne s'était pas fait avant, de créer une commission de parties prenantes. Le terme a été utilisé. Qu'est-ce que c'est que des parties prenantes par rapport à vous, par exemple, qui est une commission de citoyens choisie parce que vous n'êtes pas des spécialistes ou des professionnels du secteur? Une commission de parties prenantes, au contraire, c'est une commission qui réunit des gens qui travaillent sur le sujet depuis longtemps. Donc il y a d'une part les producteurs nucléaires classiques que tout le monde connaît, EDF, le CEA, Orano, etc. Les établissements publics impliqués dans le sujet, dont l'ANDRA, et puis les opposants historiques, si je peux dire, donc des ONG principalement, Negawatt, Greenpeace, France Nature Environnement et d'autres,
Il y a encore d'autres partenaires, par exemple les représentants des CLI, les commissions locales d'information. Vous avez vu hier le CLIS de Bure. Il y a une association nationale des CLI qui les réunit tous et qui a participé à nos travaux. Et puis, quand on a parlé de Bure ou des déchets à haute activité, le CLIS de Bure était là. Et puis, il y a des élus avec lesquels on a eu un peu de difficulté parce qu'eux avaient de la peine à suivre le rythme de nos travaux, donc ils ont été moins actifs que d'autres. Donc cette commission est indépendante dans ce qu'elle fait, ou plus exactement, elle est présidée par une personne indépendante. Quand on dit indépendant, il faut toujours dire indépendant de qui? Indépendant du ministère chargé de préparer le plan, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, on a le droit de dire qu'on est d'accord, et surtout, il faut faire fonctionner l'ensemble de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Les avis sont rendus publics, tout le monde peut les consulter sur Internet et ils sont adressés au ministère pour qu'il en tienne compte dans la préparation de son plan. On a travaillé pendant 6 mois pratiquement, entre octobre dernier et mars. On a produit, donc en une quinzaine de réunions, on a produit 9 avis, dont un qui concerne les déchets à haute et moyenne activité vie longue, dans lequel évidemment le projet CIGEO est une très grosse partie, mais on a produit les 8 autres portent sur d'autres sujets, par exemple l'entreposage des combustibles, par exemple les déchets à très faible activité, etc. Ce que je dirais juste sur le fonctionnement de cette commission, c'est qu'à la surprise de beaucoup, y compris la mienne d'ailleurs, ça a très bien marché en ce sens que, alors que ça réunissait des gens qui avaient des options de principe radicalement différentes, ça ne nous a pas du tout empêché d'avancer, de dire des choses assez précises. Vous le verrez, j'espère, si vous regardez nos avis, notamment celui sur HAMAVL que j'ai envoyé pour qu'il vous soit diffusé. On est très bien arrivé à dire que sur certains sujets, évidemment, la commission n'était pas unanime, ça va de soi, mais sur beaucoup d'autres, elle l'était. Et vous verrez dans l'avis, chaque fois qu'on dit la commission propose, ça veut dire que tous les membres étaient d'accord. Quand on dit EDF et Orano estiment que, ben, ça veut dire que les autres ne l'estiment pas. Donc, cette règle, on l'a appliquée assez scrupuleusement, mais moyennant quoi les débats ont été très actifs et assez très constructifs, je peux dire. Alors j'en viens maintenant un peu brièvement parce que vous verrez que notre avis est très détaillé, mais le mieux ce sera que vous le regardiez, à son contenu sur la partie déchets à haute ou moyenne activité vie longue, donc ceux qui sont concernés par le projet CIGEO. On a traité toute une série de thèmes et le principe général qu'on avait sur tous nos avis, c'est qu'on réagissait sur des propositions ou des idées mises sur la table par le ministère, le service dirigé par Aurélien Louis, qui nous disait, ben voilà ce qu'on envisage, qu'est-ce que vous en pensez? Il nous donnait une note écrite et nous, on réagissait. Donc vous verrez dans nos avis, le contenu de la note écrite du ministère, c'est la partie qui est en noir, et nos réactions à nous, c'est la partie qui est en bleu. Alors, sur ces déchets HAMAVL, je prends dans l'ordre les principaux thèmes qu'on a traités. On a dit d'abord, mais on sort d'un débat public, ce serait peut-être bien de se servir de ce qui a été dit. Et notamment, dans ce débat public, il a été rappelé que CIGEO, c'était une option, mais que ce n'était pas la seule, qu'il y avait des options alternatives qui ne sont pas équivalentes, mais on a dû déjà vous en parler. Et ces options alternatives, il y en a deux. La première, c'est la transmutation, donc le fait d'espérer, mais en ce moment on ne sait pas le faire, c'est un sujet de recherche, d'espérer qu'avec des travaux relevant d'appareils ou de dispositifs qui sont l'équivalent de réacteurs nucléaires, hein, donc c'est pas avec une baguette magique, mais c'est d'espérer faire baisser la radioactivité des déchets de façon suffisamment forte pour qu'ils soient plus nuisibles. Donc qu'il ne soit plus nuisible. Donc ça, c'est la transmutation. Et puis la deuxième option alternative, qui est poussée par les associations d'opposants, c'est l'entreposage long, en disant, on est en train de parler de durée de l'ordre du siècle. En un siècle, il peut se passer beaucoup de choses. Il suffit de dire qu'on est en 2021 et d'imaginer ce qu'auraient dit en 1921 des gens à qui on aurait parlé de CIGEO. Ça suffit à constater qu'il peut se passer
beaucoup de choses pendant cette période, d'où une idée consistant à dire, bon, on va entreposer les déchets de façon très sécurisée, et puis ça permettra, si on a de meilleurs moyens de s'en occuper d'ici 100 ans, de le faire. Donc on a dit, il ne faut pas oublier qu'il y a ces 3 options et pas seulement l'option CIGEO. Et donc les 2 autres, ben, il faut les creuser et les développer de façon intelligente. Ensuite, on a dit quels sont les enjeux quand on parle de la gestion de ces déchets, et en particulier du projet CIGEO, les enjeux, les sujets majeurs à traiter, c'est quoi? Et donc c'est là-dessus, pour revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que dans notre commission, il y avait des pro-nucléaires caractérisés et puis des anti-nucléaires non moins caractérisés. Vous verrez dans notre avis que, comme le débat avait commencé à chauffer un peu, certains ayant dit, mais nous, on ne veut pas parler de ça, parce que de toute façon, vous savez très bien qu'on est contre. Donc moi, je leur avais dit, ben, très bien, vous êtes contre, vous avez parfaitement le droit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous passer un papier dans lequel vous dites pourquoi vous êtes contre, et donc contre CIGEO, et donc vous verrez dans notre avis un résumé qui fait moins d'une page et qui est le point de vue argumenté des opposants à CIGEO. Comme dedans, il y avait une vive critique de l'ANDRA, l'ANDRA a répondu en disant mais ce qui est écrit là, c'est pas vrai, nous on a des choses, on n'a pas travaillé comme des cochons, on a été sérieux, et donc il y a une réponse de l'ANDRA sur un point précis. Et puis ensuite, on a dit, ben, une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer sur les autres enjeux. D'abord, se rappeler que quand on parle de déchets HAMAVL, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas des déchets de démantèlement des futurs réacteurs qu'on arrêtera, il s'agit essentiellement des combustibles usés. Et pour ça, ben, quand on en est à faire un projet comme CIGEO, il faut d'abord voir comment ils sont conditionnés, ils sont en fût, ils sont stockés quelque part, ou entreposés plus exactement, où ça, combien il y en a exactement, quel volume ça représente. Donc il y a pas mal de précisions à apporter, ne serait-ce que pour le dimensionnement de CIGEO, qui en ce moment ne sont pas complètement clairs. Et donc on a dit, ça c'est un enjeu. Ensuite, enjeu suivant, il n'est pas original, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois déjà, on parle de réversibilité, là on parle du projet, comment est-ce qu'on peut faire marche arrière à un moment donné sur un projet aussi lourd, et puis on parle de récupérabilité, là on parle des colis qu'on a mis là au fond, est-ce qu'on pourra les ressortir, et quand, comment, etc. Donc les 2 notions sont définies. Quand on pose la question, on vous dit, ben, il n'y a qu'à aller regarder dans le code de l'environnement, c'est défini. Mais en revanche, ça ne dit pas, par exemple, dans le calendrier, comment va se passer, qu'est-ce que ça veut dire que le projet est réversible et qu'on pourra changer d'avis dans 20 ans ou dans 30 ans, et qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les limites de temps de la récupérabilité à partir du moment où on dit que les galeries, il y a un moment où on va les fermer, et puis que le centre complet, il y a un moment où on va le fermer, considérer qu'il est plein, et à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'on continue quand même à garder un dispositif de récupérabilité ou non? C'est des choses qu'il faut préciser. Ensuite, on a dit que toujours parmi les enjeux, il y en avait un sur la gouvernance de tout le système. Rien que le fait de dire, Marilyn l'a dit et moi aussi, qu'on a tout un tas d'instances avec des noms compliqués qui interviennent là-dedans, tout ça ne facilite pas les choses. Donc, est-ce qu'on peut faire un peu de ménage et dire des choses claires là-dessus? Ensuite, dans la gouvernance, il y a tous les mécanismes de concertation. Et puis, sur un projet qui s'étale sur 100 ans, je ne parle pas des dizaines de milliers d'années de durée de vie des déchets, je parle de la durée de vie du projet, c'est 100 ans. Les autres projets, même très gros, ça atteint quelquefois 10 ou 20 ans, mais ça ne va pas souvent au-delà. Donc, comment est-ce qu'on agence le temps, à quel moment on prend des décisions, comment on fait un bon calendrier. Ça nous paraît être un gros enjeu. Point suivant, je vous ai dit peut-être, ou Aurélien Louis a dû vous le dire hier, qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est la 5e édition du PNGMDR. Il y en a déjà eu 4 avant, puisqu'il est refait périodiquement. Qu'est-ce qu'on peut tirer quels sont les points sortis des plans passés auxquels il faut faire attention? Et là-dessus, on a identifié au moins 2 points précis qui n'étaient pas dans les propositions de la DGEC. Un qui concernait la pérennité des entreposages. Entreposage, ça veut dire qu'on garde pendant très longtemps
traitement des combustibles usés, par exemple. Très longtemps, c'est plusieurs décennies, en disant ben, quand Cigéo sera prêt, on les mettra dedans. Vous savez tous qu'un entreposage, même bien conditionné, que ce soit avec du béton ou du métal, ben, ça finit toujours par s'user, avoir des failles, des fissures, des je sais pas quoi. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que ces entreposages sont sécurisés? C'est une question lourde. Et on a en particulier un sujet sur ce qu'on appelle les déchets bitumés, qui sont des résidus d'effluents liquides, hein, contrairement aux combustibles usés classiques des centrales, qui sont des solides. Il y a des effluents à haute radioactivité qui sont liquides et qu'on a entreposés en les stockant dans du bitume et en les mettant ensuite dans des bidons comme les fûts de pétrole de 200 litres, mais qui sont dans du goudron. Et il y a tout un débat avec l'ASN et l'IRSN pour savoir si ce genre de déchets pourront être mis dans Cigéo sans avoir de risque d'incendie spontané à 500 mètres de profondeur, ce qui serait un peu ennuyeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets et comment on les traite? Ensuite, et il y a tout un catalogue de mesures que je ne vais pas vous détailler, mais qui est dans notre avis, on a réagi sur toute une série de propositions faites par la direction chargée de l'énergie. J'en citerai juste une ou deux parce que je crois qu'elles sont vraiment importantes pour notre discussion. D'abord une sur le calendrier. On a été amené à préciser bien, et c'est complètement lié au débat sur la réversibilité du projet, qu'en ce moment, on est en 2021, on a dû vous dire que l'ANDRA est en train de préparer un dossier de déclaration d'utilité publique, mais surtout derrière, il y a une période de 2 ou 3 ans de préparation de la décision d'autorisation de construction du centre. Donc en ce moment, il n'y a pas d'autorisation de construire le centre. Ça se fera avec une décision qu'on appelle la DAC, la décision d'autorisation de construction, qui sera donnée après avis favorable de l'autorité de sûreté nucléaire, après instruction d'un dossier très lourd. Et ça, c'est une période de 3 ans à partir de maintenant. Donc pendant toute cette période, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait en profiter pour qu'il y ait des concertations, aussi bien avec la société civile, vous, qu'avec les parties prenantes, celles de ma commission, qu'avec les CLI, les élus et tout le monde. Donc ça nous a paru être un truc important. Et puis on a dit ensuite, une fois que la décision d'autorisation de construction est prise, la réversibilité n'est pas finie parce qu'il y a la phase industrielle pilote, vous êtes là pour ça, et à l'issue de cette phase, il y a juste une décision, une autorisation de mise en service du centre qui est limitée à la phase industrielle pilote, qui peut durer 10 ans ou 15 ans ou peut-être 20, on ne sait pas, on verra. Et à l'issue de cette phase, il faut tirer le bilan, les enseignements de tout ce qui aura été fait pendant cette période, et il y aura à ce moment-là un débat au Parlement, puis une décision de mise en service, cette fois-ci pérenne. Donc cette fois-ci, on peut dire que l'irréversibilité du projet, elle est plutôt à cette date-là, hein, donc d'ici 25 ans ou quelque chose de ce goût-là. Par contre, d'ici là, on est toujours dans une phase d'essai, de test, etc., mais il n'y a pas de décision au sens irréversible. Donc on a essayé de clarifier ces questions de calendrier et en associant ça aux questions de gouvernance, donc en disant attention, dans la gouvernance, il y a la concertation. La concertation, c'est pas uniquement la distinction partie prenante, société civile en général, c'est aussi, il y a des concertations locales, ici à Bure et à proximité, il y a des concertations nationales, il y en a d'autres qui sont ailleurs. Par exemple, il faut entreposer les déchets ou les matières avant de venir les stocker. L'entreposage, en ce moment, il se trouve que ça se passe près de chaque centrale et à Cherbourg, enfin à La Hague. Donc il y a aussi des impacts très particuliers sur ce site. Donc dans les concertations, il faut tenir compte de ces aspects territoriaux. Il faut viser tous les publics. Il y a des publics de professionnels spécialistes, il y a du public général et tout le monde a le droit de donner un avis là-dessus, même si ces avis ne sont pas de même nature. Ensuite, sur les objectifs précis de la phase industrielle pilote, là où il y en a 6 ou 7, on a déjà dû vous les décrire. Donc, qu'est-ce qu'on va tester sur les colis, sur les calendriers, sur les résultats, et comment est-ce qu'on va tester ça sur des vrais colis
folie. Il ne s'agit pas de faire des tests sur des pseudo-déchets en carton-pâte. Il s'agit de voir vraiment ce qu'on met là-dedans et comment est-ce qu'on peut vérifier, s'assurer que les conditions de sûreté sont bien garanties. Et enfin, dernier point, pas tout à fait mineur et auquel on ne pense pas tout de suite, il y a une discussion sur le coût de l'opération de CIGEO. Alors on peut dire que c'est une discussion complètement théorique de savoir si un projet aussi gigantesque va coûter 25 milliards ou 30 milliards ou 28. On peut se dire mais personne n'en sait rien, puis ça n'a pas de sens de dire ça maintenant, on verra bien. Puis de toute façon, c'est des sommes pas très parlantes pour vous et moi. Mais en fait, ça a une conséquence très lourde et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est que dans le système de gestion, les producteurs de déchets, EDF, Orano, le CEA, sont obligés de provisionner, de constituer des réserves physiques, c'est-à-dire de faire des placements qui leur permettent d'assurer au ministère, et il y a un contrôle très précis de ce genre d'exercice, qu'ils auront de quoi payer, quand ça se produira, le moment venu, le coût de gestion de leurs déchets. Et donc le fait de dire combien ça coûte n'est pas du tout une simple élucubration théorique, ça se traduit directement dans les comptes d'EDF et du CEA et d'Orano. Donc là-dessus, il y a un travail précis à faire qu'on a été amené à évoquer dans notre avis. Voilà, je n'ai pas pris en détail l'ensemble de ce qu'on a dit dans notre avis, qui fait une quarantaine de pages, mais on a essayé de le rédiger en bon français, c'est-à-dire en français compréhensible par tout le monde. J'espère qu'on y est à peu près arrivé, mais bien entendu, soit tout de suite, si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le voir, soit plus tard par mail ou par n'importe quel moyen. Si vous avez envie d'avoir des précisions sur cet avis, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Effectivement, cet avis va être transmis aux citoyens, mais surtout, effectivement, je crois que beaucoup de sujets que vous avez évoqués ont déjà été évoqués plusieurs fois devant les citoyens. Donc, quelque part, ça allait permettre de tous les embrasser à nouveau une fois. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'exercice que vous venez de décrire, c'est le fait que vous ayez pu réussir à éclaircir les positions et attendus de chacun sur ces points, y compris des opposants, puisque ça, c'est un sujet récurrent dans les échanges qu'on a ici avec les citoyens. Donc, ce sera une lecture intéressante pour tout le monde. Et comme le temps a un peu filé, je propose directement d'ouvrir le temps de questions-réponses ou de commentaires, si vous en avez, dans la salle. Donc, je passe la parole aux citoyens. S'ils ont des questions à Marie Linnemeau, Michel Badré. Oui, Aurore Marine. Attends, j'arrive vers toi. Oui, juste pour rebondir sur la dernière chose que vous avez dite sur le coût, je serais intéressée de savoir quelle est la provision déjà. Est-ce qu'on peut avoir la somme déjà provisionnée par les émetteurs de déchets, et est-ce qu'on pourrait avoir le coût enfin aujourd'hui, combien a coûté pas seulement CIGEO, mais toutes ces questions de déchets, est-ce qu'on a une idée? Donc, une question sur le coût. Merci. Je vais proposer de prendre peut-être une deuxième question en même temps, s'il y en a une. On va voir. Un commentaire, une réaction. Oui, Mathéo. Effectivement, ces questions de provisionnement des producteurs de déchets, c'est questionnant, notamment par rapport au placement, parce que j'imagine que les crises économiques vont devenir réelles encore plus dans les prochaines dizaines d'années. Et donc on peut se poser la question de la fiabilité finalement de ces placements et de la provision des producteurs de déchets. On peut avoir confiance dans un système financier qui permet que ces provisionnements restent stables et ne viennent pas de la monnaie de la monnaie pacotille. D'autres questions ou remarques? Ou voilà, mais dans ce cas, peut-être Michel Badré ou Marine Maud, si vous avez aussi un point, mais peut-être Michel. Oui, alors ma réponse est à la fois personnelle et puis un peu plus professionnelle, si je peux dire. Je commence par la partie personnelle. Je ne vais pas vous répondre, dormez tranquille, braves gens, ce système est parfaitement sécurisé, tout l'argent est mis de côté, il ne se passera rien, il y a de quoi payer, tout est clair. Je pense que la façon dont la deuxième question était posée traduit bien le sujet. Qui peut garantir que des placements faits aujourd'hui permettront dans 40 ans
ou à plus forte raison dans 100, parce qu'on est sur ces échelles de temps-là, de payer les dépenses qui devront être à ce moment-là, ce sera des vraies dépenses de gestion à faire au moment même. Donc là-dessus, je pense que vous me prendriez pour un menteur et vous auriez raison si je vous disais non, non, c'est parfaitement sécurisé. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même dire que le système me paraît pas complètement idiot. Enfin, il a pris un maximum de garanties possibles. D'abord parce que quand même les plus grosses dépenses sont quand même plutôt au début qu'à la fin. C'est l'installation du dispositif. Ça c'est pendant la phase industrielle pilote et juste après. C'est après ça, il y a toujours des dépenses de gestion. Il faudra descendre les déchets au fond du trou. C'est ici Géo se fait définitivement. Mais c'est pas ça qui va représenter la plus grosse partie des dépenses. La plus grosse est quand même relativement proche de nous et pas dans 120 ans. Deuxièmement, il y a un système de contrôle complètement externe aux producteurs, EDF, CEA, Orano, hein, c'est essentiellement ces trois-là qui sont concernés. Donc il y a un système de contrôle pour s'assurer du type de placement qu'ils ont fait. C'est un système genre commissaire aux comptes, donc qui vérifie de façon rigoureuse et externe à l'entreprise, qui ne racontent pas de bêtises quand ils disent qu'ils ont des placements sérieux pour couvrir des dépenses qui ont été annoncées. Alors, je précise tout de suite que moi, je ne sais pas, mais des gens savent quels sont les montants en question répartis par entreprise, parce que le calcul, je vous dis, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 25 milliards d'euros, si je me souviens bien, le montant provisionné pour Cigéo, mais il y a un tas d'autres dépenses. Hein. Par exemple, il y a une piscine d'entreposage à La Hague, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle coûte de l'argent aussi, donc il n'y a pas que Cigéo qui est dans le coup. Mais donc, il y a une évaluation globale du coût qui a été faite et cette évaluation globale est répartie entre les producteurs en fonction du volume de déchets qu'ils ont à traiter. Donc, tout ça, il y a un système de pilotage collectif de tout ce dispositif qui marche. Mais j'ajoute un dernier point pour montrer que la question n'est pas simple et que ce n'est pas simplement un chiffre qu'on va trouver en réunissant 3 experts. C'est que quand on parle de dépenses qui auront lieu dans 30 ans, par exemple, après la phase industrielle pilote, et pendant que le centre sera déjà en activité normale, il faut les actualiser, c'est-à-dire qu'il faut les traduire en euros actuels, sachant que dépenser 1 euro maintenant ou dépenser 1 euro dans 30 ans, c'est pas la même chose. Pour ça, on a un taux d'actualisation. Tout le monde estime que on aime mieux se dire qu'on dépensera nos euros dans 30 ans plutôt que tout de suite. Donc, ça veut dire que les euros dans 30 ans valent moins que les euros d'aujourd'hui. Le taux d'actualisation, donc qui correspond à peu près à un taux de prêt bancaire, couramment pour des grands projets, on prend des taux de l'ordre de 3 ou 4%. Mais si vous faites le même calcul sur une somme technique, une évaluation technique de 25 milliards d'euros répartis sur un siècle, et que vous actualisez cette somme à l'année 0, 2021, si vous le faites avec un taux de 4% ou avec un taux de 2%, vous n'arrivez pas du tout au même résultat, mais vraiment pas du tout. Vous avez des milliards d'euros de différence. Donc, il y a une partie de choix. Alors, beaucoup de gens s'étaient moqués de Ségolène Royal il y a quelques années quand elle avait dit « Moi, je décide que le coût de Cigéo, c'est, je répète le chiffre, je crois que c'est celui qu'elle avait annoncé, 25 milliards d'euros, alors que d'autres avaient dit mais non, c'est beaucoup plus. Rien que cette discussion sur le taux peut amener à dire bah, si elle avait raison ou bien maintenant elle avait tort. Donc tout ça pour dire que cette discussion n'est pas simple du tout et qu'elle a une conséquence, par exemple, sur l'équilibre des comptes de la grande entreprise nationale qui est EDF. Donc, quand on dit qu'EDF est fragile financièrement parce qu'elle a un gros endettement, et ben, ce sujet fait partie du débat, hein, il faut le savoir. Merci. Il y avait, je crois, un autre point dans la question d'Aurore Marine. Dis-moi si je me trompe, Aurore Marine. C'était sur, est-ce qu'on peut savoir combien a déjà coûté Cigéo? Est-ce qu'il y a des ordres de prix déjà sur, finalement, entre... Moi, je ne sais pas le dire, mais je pense que l'Andra devrait savoir le dire probablement, parce qu'effectivement, vous l'avez visité tel que c'est. On a creusé des trous, on a fait à 500 mètres de profondeur, on a fait des installations diverses et variées, on a fait un tas d'études, tout ça, ça a coûté. Je répète, je ne sais pas, mais l'Andra le sait Ouais, sûrement. on peut retourner la question à Landra. Je ne sais pas si c'est forcément Pascal. Une autre fois, peut-être, où tu peux
Tu veux répondre maintenant ou pas spécialement? On continue la discussion, ça marche. On reviendra vers toi plus tard. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez envie de poser à Marilyn Meaux et à Michel Badré? Oui, Sylvie. En fait, aussi bien Marilyn que Michel, vous avez évoqué donc les alternatives au projet CIGEO, qui ont fait suite donc aux différentes concertations. Je voulais justement savoir si vous pouvez nous faire un petit point sur l'état actuel de ces alternatives, qui en serait en charge, et aussi justement s'il y a eu des évaluations budgétaires, même si elles sont un peu pas forcément très concrètes, justement pour être dans des éléments comparatifs entre différentes propositions et différentes solutions par rapport à cette problématique de stockage de déchets. Merci. Michel Badré, peut-être? J'y vais, Marilyn, oui. Je vous l'ai dit, en fait, donc d'abord, c'était un élément important du débat public de 2019, c'est que quand le débat a été lancé par le ministère, et dans le dossier qui avait été préparé par le ministère, il n'était pas question d'alternative à CIGEO. On disait, pour les déchets à haute activité, moyenne activité, vie longue, il y a un projet qui est CIGEO. Point. Et donc, c'est la commission particulière du débat public, dont nous étions plusieurs à faire partie, j'en tire pas de gloire personnelle, pas du tout, qui a dit, mais votre truc, ça va pas. Quand on fait un débat, c'est qu'il y a plusieurs solutions, sinon c'est pas la peine de débattre. Et donc, ces alternatives, je l'ai brièvement dit tout à l'heure, quand on discute avec les parties prenantes, on voit qu'en réalité, il y en a deux qui sont pas du tout de même nature. Il y en a une qui est la transmutation. On vous en a peut-être déjà parlé. Oui, Donc en effet, pas... on en a beaucoup parlé, je pense, en termes de en quoi ça consistait. Mais là, la question, c'est en gros qui les porte Oui. aujourd'hui, qui fait des études, et est-ce qu'on a raison d'espérer que ce soit opérationnel ou pas, pour dire les choses très directement? Alors, en commençant par la fin de votre résumé de la question, en ce moment, tout le monde, et on a fait intervenir, quand je dis tout le monde, on a fait intervenir pendant le débat public un expert du CNRS qui nous avait fait un topo très intéressant là-dessus, mais aussi bien du côté du CEA, qui est dans les organismes publics le plus concerné, qui travaille là-dessus, que du côté des opposants. Tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est une solution qui d'abord relève de la recherche de moyen long terme et pas du tout de la recherche de court terme. Donc il n'y a pas d'espoir de savoir faire ça à échéance de 20 ou 30 ans, c'est nettement plus que ça. D'autre part, ça nécessite, et ça c'est l'IRSN qui a travaillé là-dessus, si on vous a expliqué ce que c'était, le fait de dire qu'à partir d'atomes très lourds, d'américium, de curium, de je sais pas quoi, de plutonium déjà, qu'on va arriver à des atomes beaucoup plus légers et non radioactifs, ça nécessite de passer par des installations nucléaires qui ressemblent à des réacteurs nucléaires actuels, donc qui poseront à peu près les mêmes problèmes, voire plus de problèmes de sûreté que les réacteurs eux-mêmes. Donc ce n'est pas une solution qui d'un seul coup va faire disparaître tous les problèmes de sûreté. Donc on est plutôt sur du long terme. Nous, on a écrit dans notre avis sur HAMAVL que, et ça correspond bien à la question telle que vous l'aviez posée, qu'il ne fallait pas enterrer cette solution et qu'il fallait savoir qui la pilote, qui est chargé de mener ces études, de les pousser, de les conduire, parce que sinon, on va continuer pendant 20 ans ou 50 ans à dire que c'est une solution de long terme et il ne se passera rien. Alors, ceux qui travaillent là-dessus, c'est essentiellement le CEA en ce moment, mais tout en sachant que ce n'est pas l'actualité proche. Alors, en revanche, là où il y a un débat beaucoup plus de court terme, si je peux dire, et qui va certainement sortir dans les concertations, dans la DUP, dans le débat sur la décision d'autorisation de construction dans 2 ou 3 ans, c'est qu'un certain nombre d'opposants à CIGEO disent mais il y a une solution qui
qui, elle, techniquement, ne nécessite aucune recherche. Elle existe, elle est pratiquée dans d'autres pays, elle est même pratiquée en France d'ailleurs. On sait entreposer des déchets à haute ou moyenne activité vie longue. Là, on sait les entreposer pendant 20 ou 30 ans. Qu'est-ce que c'est que les entreposer pendant 100 ans? C'est avoir 3 installations d'entreposage de 30 ans, l'une derrière l'autre. Ça, on sait le faire. Il n'y a pas d'inquiétude technique là-dessus. Donc, c'est une solution qui existe. Et là, on rentre dans la comparaison entre cette option et l'option CIGEO sur un débat qui vous a certainement déjà été présenté, qui est plutôt d'ordre philosophique, si je peux dire, ou éthique, de débat intergénérationnel. Est-ce qu'il vaut mieux dire qu'on règle le problème maintenant avec une solution technique qu'on mène jusqu'au bout? Est-ce qu'il vaut mieux dire on garde les déchets sous la main et puis on laisse nos successeurs se débrouiller avec? Il y a des arguments qui plaident dans les deux sens, mais ça c'est une décision, philosophico-politique, c'est pas une décision technique. Mais en tout cas, sur cette solution d'entreposage long, pérenne, il y a un petit sujet technique qui est évoqué dans un autre de nos avis, pas dans l'avis HAMAVL, mais dans l'avis sur l'entreposage, c'est que en France, l'entreposage des combustibles usés, aussi longtemps pour qu'ils gardent le temps, qu'ils perdent une bonne partie de leur énergie, se fait toujours dans l'eau, donc dans des piscines, près des centrales ou à La Hague, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a d'autres pays où on fait de l'entreposage à sec, donc dans des espèces de containers avec des parois en béton et qu'on surveille. Donc les deux solutions ont des avantages et des inconvénients, mais là-dessus aussi, on n'est pas du tout sur des sujets de recherche, on est sur des sujets opérationnels, c'est des choses qui sont faites, qu'on sait faire. Donc c'est vraiment un choix technique, alors que la transmutation, c'est un sujet de recherche. Je ne sais pas si j'ai répondu assez précisément à votre question. Peut-être en complément, vous trouverez sur le site de la CNDP un document intéressant de l'IRSN qui est sorti pour le débat public de 2019, qui dressait un panorama des recherches à l'international sur les alternatives, et qui est très très clair et qui est intéressant. Et je voulais donc juste signaler que voilà un exemple où les concertations permettent de faire avancer les idées. D'abord, la réactivation des recherches sur les alternatives, elle est directement sortie des conclusions du débat public de 2019. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des recherches, mais elles étaient plus ou moins connues, plus ou moins valorisées, etc. Et là, clairement, il y a eu cette décision qui réinstalle avec un comité pluraliste de suivi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été noté. La deuxième chose, c'est que ça permet également de clarifier qu'est-ce que c'est qu'une alternative. Et par exemple, par rapport à ce que citait Michel, il y a le débat sur la transmutation, c'est clairement une alternative au stockage géologique profond, pour autant qu'elle puisse exister. L'entreposage pérenne, même de 300 ou 500 ans, c'est plutôt une solution d'attente à une alternative définitive, puisqu'en attendant, les déchets restent exactement dans leur nature. Et la troisième clarification que le débat public a apportée, qui s'est à nouveau confirmée dans une réunion publique qui s'est tenue le 2 mars par webinaire, comme on dit maintenant en français, sur la concertation post-débat public sur le plan national de gestion, qu'on a consacré justement au sujet achat-MAVL. Il y a une dame sur le fil de conversation qui tout à coup a écrit « Mais si je comprends bien, la transmutation, elle suppose des réacteurs nucléaires, 3 points d'interrogation. » Et c'est vrai que cette question pour avoir l'alternative à CIGEO, qui est portée notamment en appui de thèses antinucléaires, la clarification que la transmutation suppose une énergie qui n'est pas aujourd'hui disponible, c'était malgré tout intéressant de le clarifier. Voilà. Si je peux encore ajouter un mot, oui, tu as eu tout à fait raison, Marine, de préciser que pour l'exactitude des mots, que l'entreposage pérenne, c'est pas une alternative, c'est une solution d'attente. Mais je vous invite à en regarder très précisément, puisque vous avez su évidemment que les principales associations d'opposants avaient eu des réactions concernant le montage de votre démarche, la démarche citoyenne à laquelle vous participez.
évolué. Donc c'est important de regarder la façon dont ils ont exprimé leur opposition au projet CIGEO dans notre avis HAMAVL. Je vous conseille d'aller le lire. Donc cette partie, je l'évoquais tout à l'heure, qui fait 3/4 de page, qui est signée par 4 associations d'opposants, Negawatt, Greenpeace, France Nature Environnement et Global Change, donc nos 4 principaux interlocuteurs. Ils ne disent pas du tout que ce qu'ils veulent, c'est la transmutation. Ils disent que ce qu'ils veulent, c'est l'entreposage pérenne long. Et donc, je pense que c'est important de voir exactement ce que disent les gens qui ne sont pas d'accord avec CIGEO, hein, sinon on risque de se tromper de discours. Je voudrais poser une question à Michel Badré. Moi, j'avais compris lors d'une séance Zoom sur la FIPIL notamment, que la transmutation n'était pas complètement une alternative, puisque de toute façon, il restait des déchets nucléaires. Ça atténuait la radioactivité, mais qu'il restait de toute façon des déchets nucléaires à traiter à la sortie. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que... C'était plutôt une solution qui réduisait en quelque sorte le temps l'importance et la durée de la réactivité qu'une solution qui l'annulait totalement. En fait, c'est un peu compliqué. Je suis sans doute pas le meilleur expert pour répondre, mais juste avec des connaissances de physique de base, hein, la transmutation, c'est toujours un truc dans lequel vous partez avec des atomes très lourds, donc de masse atomique dans les 230 et quelques, autour du plutonium, de l'américium, le curium, les actinides mineurs, comme on dit. Tout ça, c'est ceux qui sont tout à fait à l'extrémité du tableau de Mendeleïev, hein, les atomes les plus lourds. Et la transmutation, c'est soit les casser en deux, et donc on passe à ça avec des atomes nettement moins lourds, comme l'iode par exemple, ou d'autres qui sont beaucoup plus bas, soit on passe aussi d'atomes radioactifs, et là c'est l'équilibre entre les neutrons et les protons dans l'atome, et quand un corps est radioactif, c'est qu'il lui manque des électrons, ou au contraire qu'il en a trop, et donc il en a plus que ce qu'il faudrait pour ne pas être radioactif. Et donc on bricole, soit pour transformer, on garde des atomes lourds mais non radioactifs, par exemple l'uranium, quand on dit qu'on a de l'uranium appauvri par rapport à l'uranium enrichi, c'est tous les deux des atomes lourds, mais uranium 235 dans un cas, 238 dans l'autre, donc la transmutation, c'est de passer de l'un à l'autre. Mais comme vous l'avez dit à l'instant fort justement, selon les mécanismes de transmutation et selon les atomes dont on part, on ne va jamais arriver tout d'un coup à avoir de l'eau claire à la place de l'uranium enrichi, ou plutôt, enfin l'uranium enrichi, c'est pas lui qui pose problème, mais à la place du plutonium ou de l'américium. On aura de toute façon autre chose qui sera beaucoup moins radioactif, ou qui sera un atome beaucoup plus léger et qu'on saura traiter beaucoup plus simplement. Mais oui, il restera toujours quelque chose, ça c'est sûr. Et cette transformation, Marilyn l'a rappelé, ça se passera toujours dans quelque chose qui est un réacteur nucléaire. Ça ne se passera pas sur une table de laboratoire. Okay. Merci de cette précision. Merci beaucoup à tous les deux. On s'achemine vers la toute fin de cette séquence. Merci d'avoir pris un petit peu plus de temps que prévu. Michel, on espère pas avoir trop grignoté votre après-midi. Marilyn Meau, elle est avec nous, donc je n'en parle même pas. Elle participe à cet après-midi. J'ai juste une dernière question pour clôturer. Si vous pouviez, peut-être, c'est un temps un peu... Voilà, vous allez nous surprendre, un peu improviser, mais si, en 1 minute, si vous avez un message à faire passer et l'un et l'autre aux citoyens qui sont face à vous, je vous rappelle que le mandat qu'il leur est demandé, c'est de rédiger un avis qui portera des recommandations sur la façon dont cette phase doit être menée par l'ANDRA pour assurer la confiance des citoyens dans un début prudent et réversible du projet CIGEO. Si vous aviez, vous, envie d'attirer leur attention sur un point, ou partager une manière de comprendre cette question qui leur est posée, comment vous le... Voilà, un dernier message peut-être. Marine, voulez-vous lancer? Moi, j'aurais 2 messages. Un à l'ANDRA, mais ils le savent déjà, c'est qu'avec la concertation sur la FIPIL, on est dans le hard.
on est dans le cœur même de la conception industrielle de CIGEO. On est dans le cœur de ce qui suscite tout le reste des questions, parce que finalement, c'est bien par rapport à ça. Et donc, c'est d'entrer sans tabou dans la concertation en prenant les grands sujets, quelque part, ne pas se noyer dans les détails, sauf quand les détails, comme on dit, permettent de bien préciser ce dont on parle, mais d'entrer vraiment sans tabou dans les sujets majeurs et de les poser sur la table à la fois avec le public et avec les parties prenantes, et de faire les liens entre les deux. Mais j'ai surtout un message qui ne s'adresse pas à l'Andra, qui s'adresse à l'État, c'est que, in fine, qui prendra la décision? C'est l'État et le Parlement. C'est l'État qui préparera le projet de loi en l'espèce, d'ailleurs, ce n'est pas un projet de loi, ça sera un décret d'autorisation de création. Donc, c'est bien la Direction générale de l'énergie et du climat qui va devoir faire la preuve, dans les textes qu'elle prendra, qu'elle a et comment entendu ce que disent et le public et les parties prenantes. Et la capacité à démontrer qu'on a entendu, qu'on a tenu compte, quitte à expliquer pourquoi on n'a pas pris en compte tel ou tel point, mais à le justifier. Pour moi, c'est comme ça que commence à se rétablir un peu la confiance. Je disais tout à l'heure, la confiance, elle ne se décrète pas, elle se gagne. Et elle se gagne notamment sur le fait de redonner confiance sur la sincérité, l'objectivité et la transparence du processus. Merci pour ce mot de la fin, Marilyn et Michel. Oui, merci Marilyn d'avoir commencé, ça m'a donné 30 secondes pour réfléchir. Moi j'aurais deux choses qui s'adressent à vous, les citoyens de ce groupe. La première, c'est de faire apparaître, si c'est bien ce à quoi vous arrivez, qu'on est sur des questions de calendrier long. Alors quand on dit calendrier long, on dit ah bah oui, les déchets c'est 100 000 ans et puis le projet c'est 120 ans. Mais dès maintenant, on est déjà sur un calendrier long, et je l'ai évoqué à l'instant, le fait que l'instruction du dossier d'autorisation de construction va durer 2 ou 3 ans. Ça veut dire que vos travaux à vous, je ne sais pas ce qui est prévu et quand vous allez rendre votre copie, mais le fait de bien dire que la concertation, il faut prendre le temps de réfléchir sur un projet comme ça mérite qu'on cale bien les choses, même si ça prend 2 ans, et pour une fois, les 2 ans, on les a. On n'a pas un butoir, la décision, la DAC doit être signée absolument au 15 février 2022, pardon, on n'en est pas là, on est sur un truc où on a du temps. Donc ce temps, il faut en profiter, il faut bien se concerter localement, nationalement, avec les parties prenantes, avec les autres. Ce temps, il faut s'en servir, il ne faut pas le gaspiller. Donc ça, c'est la première recommandation. Et la deuxième, c'est que les sujets sont transversaux, on le dit toujours, mais CIGEO n'est pas un sujet isolé. Si CIGEO fait partie du plan national de gestion, ce n'est pas pour des prunes. Je cite qu'un exemple, mais qui arrive à tous les coins de rue, c'est le lien avec l'entreposage. Avant de mettre les déchets, les combustibles usés dans CIGEO, si CIGEO se fait définitivement, il faut les laisser dans des piscines d'entreposage pendant suffisamment longtemps pour qu'ils refroidissent. À côté de ces débats sur CIGEO, il y a en ce moment même des débats sur la construction d'une nouvelle piscine d'entreposage à La Hague, parce que l'actuelle sera pleine aux environs de 2030. Donc le fait de dire qu'on ne peut pas isoler CIGEO comme si c'était un isolat, un sujet qu'on traite tout seul sans regarder le reste, me semble être un point important aussi et qu'il faut arriver à intégrer dans toutes les propositions et toutes les démarches. Je ne dis pas que vous, du coup, vous devez traiter tous les sujets de la Terre entière pour être sûr d'en avoir oublié aucun, mais c'est une recommandation qui doit passer à l'ANDRA et bien sûr à la DGEC à partir de ça. Donc à la fois le calendrier long et la transversalité large, si je peux dire. Ça me paraît être deux caractéristiques à ne pas oublier quand on parle de la FIPIL. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de vous libérer, il y a une dernière demande de prise de parole. Sylvie, c'est ça? Je vous demande juste d'être bref parce qu'il faut qu'on vraiment on libère nos intervenants et vous puissiez discuter entre vous. Mais je t'en prie. Merci de prendre encore ma question. Je voudrais profiter de votre présence pour m'assurer que j'ai bien compris quelque chose sur les alternatives de stockage. La transmutation, on est d'accord que ça produit d'autres déchets, ce facteur, et que ce n'est pas du tout industriel. L'entreposage de longue durée en subsurface à sec ou pas, c'est pas une solution de stockage. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça revient à dire qu'il n'y a pas d'alternative à CIGEO?
excusez-moi de le poser de manière un peu directe, mais je ne voudrais pas partir avec ce questionnement sans avoir votre opinion. Est-ce qu'il y a une alternative à CIGEO de stockage, bien stockage? Merci. Si je peux répondre brièvement, puisque je crois que votre calendrier est contraint, je pense que quand on parle d'alternative à une décision, je ne parle pas d'alternative à un projet, la décision, c'est est-ce qu'il faut faire CIGEO ou pas. On peut toujours prendre une autre décision. Alors, on peut décider de ne rien faire et d'attendre 10 ans en laissant les prochains se débrouiller. Ça, c'est pas terrible. On peut aussi dire, et c'est là où l'option poussé par les opposants d'entreposage long a un certain sens, c'est de dire à ce jour, il n'y a pas de bonne solution de stockage, mais peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, il y en aura une, et l'entreposage long est une solution qui permet de dire que se décider tout de suite n'est peut-être pas une bonne idée. C'est ça la position des opposants, c'est de dire pourquoi faudrait-il se décider tout de suite et se mettre dans une seringue où on fait ça et on n'étudie rien d'autre, alors qu'il n'y a rien qui impose de décider ça tout de suite. Je crois que c'est l'alternative à la décision qui est en jeu, ce n'est pas l'alternative au stockage ou pas stockage. Et Marilyn, je ne sais pas si tu as... Je pense que ce qui sort dans les concertations, c'est les deux. C'est l'alternative à la décision et l'alternative au principe même du stockage. Moi, je suis comme vous, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Ce qu'on comprend des interrogations sur les alternatives au stockage proprement dit, physique, c'est que, c'était un peu inclus dans la question de Claude Brévent tout à l'heure, en tout état de cause, il n'y a aucune solution qui fasse disparaître d'un coup de baguette magique un déchet. C'est-à-dire que les déchets, ils sont là. Les alternatives visent d'une part à réduire leur radioactivité et donc à gagner un petit peu sur la sécurité des modes de stockage, mais il restera toujours de toute façon des déchets, y compris dans les questions que posent les chercheurs et qu'ils ont bien marqué dans le débat public et encore dans la commission de Michel, mais surtout dans le débat public de 2019, c'est que sans doute il y a certains déchets qui auront été stockés qui, de par les méthodes de leur conditionnement actuel, ne pourront pas être transformés en autre chose, parce que la manière dont ils auront été conditionnés dans une matrice fait qu'on ne trouvera sans doute pas de solution pour les déconditionner, si je puis dire, et les traiter. Donc l'alternative, la recherche des alternatives, je crois qu'on pourrait dire, c'est la recherche, à part l'alternative de décision, c'est une recherche d'alternative d'un procédé de traitement des déchets qui maintiendra toujours le fait que de toute façon il y aura des déchets pour savoir quoi en faire et sans doute peut-être des déchets qui ne pourront pas faire partie de ce nouveau procédé. L'autre question qui est incluse dedans, pour terminer, c'est Michel parle de temporalité d'issue des recherches de 30, 50 ans. Mais moi, je me souviens si tu te souviens pour le débat public, Bernard Laponce, par exemple, disant s'il faut attendre 300 ans, attendons 300 ans. Et pendant 300 ans, les déchets, ils seront devenus quoi? Soit ils auront été stockés, soit on aura fait CIGEO. Et les solutions trouvées vaudront peut-être pour les déchets d'après. La notion d'alternative, je pense, dans ceux qui la posent, elle est double. Elle est l'alternative de décision, mais aussi l'alternative de procédé. Mais encore une fois, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'aucun procédé ne permettra de faire disparaître physiquement les déchets. Ça peut en changer la nature, ça peut en changer les conditions de stockage ou de traitement. Du coup, je ne sais plus quel terme on doit utiliser. Je me tourne vers Landra, vers Pascal Levert. Est-ce que la notion de stockage, une fois qu'éventuellement une alternative est arrivée, reste bonne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les déchets, ils ne disparaissent pas comme d'un coup de baguette magique. Merci beaucoup. Je vois que Pascal Levert de Landra s'est levé, donc il a sans doute quelque chose à dire aussi là-dessus. Et puis après, on clôturera cette séquence. Non, je vais aller très très vite sur la réponse parce que là, sinon, on partirait dans un grand débat. Je vais juste vous indiquer, à mon avis, les endroits où il y a les informations les plus synthétiques sur le sujet des alternatives. Il y a l'IRSN qui a produit pour le débat public un panorama
internationale des alternatives à CIGEO. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller... des alternatives au stockage géologique, excusez-moi. Donc il faut aller regarder ce document si ça vous intéresse. Et il y a à l'intérieur du volume 2 de l'étude d'impact de CIGEO qu'on vous a remis, le chapitre 2.8.2 de mémoire, en tout cas c'est autour du 2.8, où il y a une analyse des différentes alternatives. Donc on a étudié le stockage géologique, les forages très profonds, qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui, mais qui sont parfois évoqués dans certains pays pour le stockage des déchets. C'est un autre style de stockage, mais très très profond et dans des tuyaux. La transmutation et l'entreposage de longue durée. Et on a essayé, à mon sens, c'était la première fois qu'on faisait une analyse comparative de ces 4 grandes alternatives d'un point de vue de leur maturité technique, d'un point de vue de leur impact environnemental, d'un point de vue de leur réversibilité, d'un point de vue de leur sûreté à long terme, de leur sûreté en exploitation. Et il y a des grands tableaux en fait comparatifs avec des couleurs verte, orange, jaune, rouge qui permettent de faire une comparaison. Voilà, donc ça, il me semble que ce sont les 2 sources les plus synthétiques pour avoir des informations, le panorama international de l'IRSN et l'étude d'impact, volume 2, chapitre 2.8 de CIGEO. Merci beaucoup Pascal. D'ailleurs, je crois que ce chapitre est cité dans les réponses aux questions de la conférence citoyenne de la session 1. Donc vous avez aussi les liens hypertextes. On les a donnés en version papier, on vous les envoie en version mail pour que vous puissiez les cliquer directement dessus. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Marilyn. Et très bonne après-midi à vous. Merci d'être venu discuter avec la conférence de citoyens aujourd'hui. Merci. Oui. Au revoir. Merci, au revoir.